Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur de nos machines pour découvrir le système d'exploitation. C'est un peu le chef d'orchestre invisible qui rend toute la magie de l'informatique possible. Parce que sans lui, eh bien, rien ne fonctionnerait vraiment. On n'y pense jamais, mais on clique, on tape, on navigue, mais qui tire vraiment les ficelles en coulisses? C'est ça la question. C'est cette force invisible qu'on prend souvent pour acquise qui est derrière chaque action. Alors, découvrons-la ensemble. Pour bien commencer, on peut imaginer le système d'exploitation, qu'on appelle aussi SE, comme l'âme de l'ordinateur. C'est le programme central, celui qui gère absolument tout, du matériel qu'on peut toucher jusqu'au logiciel qu'on utilise tous les jours. Bon, pour être un peu plus formel, le SE, c'est la couche logicielle fondamentale sur laquelle tout le reste est construit. Sans lui, un ordinateur, ce n'est qu'une boîte inerte, une coquille vide. C'est à la fois l'interprète qui va traduire nos clics en langage machine et le grand gestionnaire qui s'assure que tout ce petit monde collabore en parfaite harmonie. Et pour vraiment comprendre son rôle, rien de tel qu'un petit voyage dans le temps. Parce que, vous allez voir, l'histoire du système d'exploitation est complètement liée à l'évolution fulgurante des ordinateurs. Au tout début, imaginez des machines gigantesques, gérées à la main, où on lançait les programmes les uns après les autres. Puis, une vraie révolution, la multiprogrammation, qui a permis de faire plusieurs choses en même temps. Et enfin, bien sûr, l'ordinateur personnel, qui a tout changé et qui a exigé des systèmes beaucoup plus intuitifs, plus puissants. C'est là que sont nés les géants qu'on connaît tous aujourd'hui. Toute cette évolution nous amène aux fonctions essentielles du système d'exploitation. Et pour que ce soit plus parlant, on peut les voir comme 3 super-pouvoirs qui permettent à nos ordinateurs de faire tout ce qu'ils font. Allez, c'est parti pour la visite guidée. Alors, le premier super-pouvoir, c'est celui d'un jongleur, mais un jongleur expert. Imaginez-le en train de manipuler des dizaines de balles en l'air, en même temps, sans jamais en faire tomber une seule. Eh bien, c'est exactement ce que fait le SACE avec toutes nos applications. En fait, chaque application qu'on lance, chaque petite tâche de fond, c'est ce qu'on appelle un processus. Le boulot du SE, via son ordonnanceur, c'est de distribuer des toutes petites fractions de secondes du processeur à chaque processus. Ça va tellement vite qu'on a l'impression que tout tourne en même temps, même avec un seul processeur. C'est ça, la magie du multitâche. Et regardez, en voici la preuve en image, le fameux gestionnaire des tâches. C'est vraiment là qu'on voit notre jongleur en pleine action. Chaque ligne que vous voyez, c'est une balle en l'air, avec sa consommation de mémoire, de processeur. C'est le SE qui nous montre son spectacle en direct. Bon, après le jongleur, place au magicien. Le deuxième super-pouvoir du système d'exploitation, c'est sa capacité assez incroyable à créer de l'espace mémoire à partir de presque rien. C'est tout l'art de la gestion de la mémoire. La question, c'est que se passe-t-il quand la mémoire vive, la RAM, est complètement pleine? Est-ce que tout plante? Eh bien non, parce que le SE a une astuce géniale, la mémoire virtuelle. En gros, il va prendre un morceau du disque dur et il va s'en servir comme d'une extension de la RAM. Alors oui, c'est plus lent, mais ça évite le crash et ça permet de lancer bien plus d'applications que la RAM seule ne le pourrait. Et vous savez quoi? Cette magie n'est même pas cachée. Si on fouille un peu dans les paramètres système, on peut voir très précisément où le S va découper ce morceau du disque dur. C'est ce qu'on appelle le fichier d'échange ou la mémoire virtuelle, et on peut même ajuster sa taille. Allez, le dernier super pouvoir, c'est celui d'un bibliothécaire ultra méticuleux. Le système d'exploitation, il organise, il stocke et il retrouve des milliards de fichiers et de données sur nos disques avec une efficacité qui est juste redoutable. Et cette organisation, elle est devenue absolument cruciale avec l'explosion des technologies de stockage. Regardez un peu cette évolution de dingue. On est passé des vieux disques durs mécaniques à des SSD qui sont parfois 35 fois plus rapides. C'est le système de fichiers du SE, comme NTFS ou Exto4, qui joue le rôle de cet index hyper efficace, pour qu'on puisse vraiment profiter de toute cette vitesse et retrouver n'importe quel fichier en un clin d'œil. Ok, maintenant qu'on a vu ces super pouvoirs, regardons comment ils prennent vie dans 2 mondes, 2 philosophies radicalement différentes, celles des 2 systèmes d'exploitation les plus connus sur la planète. D'un côté, on a Windows, c'est un peu comme un gratte-ciel commercial, un logiciel propriétaire construit par une seule et même entreprise, Microsoft. Et de l'autre, Linux. Là, c'est plutôt un arbre immense, open source, avec un tronc commun, le noyau, mais dont les branches partent dans tous les sens pour créer une myriade de versions, toutes nourries par une communauté mondiale. Vraiment, 2 visions, 2 mondes. Et cette diversité du monde Linux, elle est juste stupéfiante. À partir d'un seul noyau commun, on a des centaines de versions uniques qu'on appelle des distributions. Ubuntu, Fedora, Debian et tant d'autres. Chacune a sa propre philosophie, ses propres outils, son propre public. C'est toute la force du modèle open source en action.
Bon, après ce petit tour d'horizon du présent et du passé, si on se projetait un peu, jetons un œil vers l'avenir. À quoi pourrait bien ressembler la prochaine génération d'informatique? Et surtout, qu'est-ce que ça va changer pour le système d'exploitation? Parce que, soyons clairs, les défis à venir sont colossaux. L'intelligence artificielle, l'informatique quantique, toutes ces révolutions vont exiger des systèmes d'exploitation capables de gérer les ressources d'une manière complètement nouvelle. Imaginez un SE qui s'organise tout seul, qui comprend nos demandes quand on lui parle normalement, on y arrive. Et tout ça, ça nous amène à une question finale assez fascinante. Si le système d'exploitation devient si intelligent qu'il anticipe nos moindres besoins, est-ce qu'on aura encore conscience qu'il est là? Est-ce que le chef d'orchestre deviendra si parfait qu'il se fondra complètement dans la musique, au point de devenir totalement invisible? C'est une pensée intéressante à méditer.